Bonjour à tous, vous écoutez Radio Judaïka, il est 8h et tout de suite c'est l'heure de notre entretien hebdomadaire avec Stéphane Juffin, rédacteur en chef de la Metula News Agency. Nos journalistes vous informent. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Yannick, bonjour Bruxelles Metula et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on va commencer tout de suite par on va commencer par l'actualité israélienne. On va prendre des nouvelles de l'ancien président Shimon Peres. Alors, quel est son état de santé actuel et aussi quel est le sentiment des Israéliens actuellement vis-à-vis de cette situation? L'état de santé de Shimon Peres est considéré depuis 3 jours comme stable, ce qui, Yannick, est déjà un miracle. D'abord parce que cet ancien prix Nobel de la paix est le 9e président de l'État d'Israël à 93 ans et il a subi cette semaine une hémorragie massive au cerveau, massive, qui signifie que pour le commun des mortels, une hémorragie massive au cerveau équivaut à 95% des cas à un décès. Mais semble-t-il, Shimon Peres est construit d'un autre matériau que le commun des mortels, parce que on s'attendait dans la nuit, je crois que c'était mardi, on s'attendait vraiment au pire. Les journalistes étaient devant l'hôpital Tel HaShomer en attendant des oiseaux de mauvais augure. Et puis au fur et à mesure du temps, eh bien, on s'est aperçu que les chirurgiens voulaient même pas l'opérer, et on s'est aperçu également qu'il réagissait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, le personnel médical a atténué ou cessé l'endormissement artificiel, le coma artificiel dans lequel on l'avait plongé. On s'est rendu compte qu'il serrait la main de ses soignants et même peut-être qu'il les regardait, enfin qu'il réagissait. C'est absolument extraordinaire au niveau médical. Et maintenant, on parle d'une situation qui est toujours sérieuse sur le même plan médical, sur le diagnostic, bien entendu. Ce diagnostic est engagé et tout de même on parle également d'une légère amélioration. C'est exactement ce qui tient au miracle. Alors ce monsieur est un des derniers pères fondateurs de l'État d'Israël avec les Ben Gurion, Weizmann, etc. J'ai un peu l'impression en prononçant ces mots que je parle d'histoire lointaine. En fait, c'est l'histoire absolument actuelle d'un monsieur qui est né en Pologne, à Wisniu. Et aujourd'hui, c'est le Bélarus, ça s'appelle Wiśniewa. Et puis, ce qu'il a fait surtout, en plus du rapprochement avec les Palestiniens et les États arabes, c'est qu'il est en fait le père de l'atome israélien. Alors, c'était l'époque des excellentes relations avec la France, et Shimon Peres, qui se baladait dans les ministères français dans les années 60, comme s'il était à la maison, et faisait à peu près ce qu'il y voulait, qui a d'ailleurs largement irrité le général de Gaulle, eh bien, s'est arrangé pour développer avec les Français la bombe atomique à usage civil, mais également à usage militaire. Et on peut dire que si Israël aujourd'hui est une puissance nucléaire, eh bien, on le doit à Shimon Peres. Et puis Shimon Peres était également connu pour être un pragmatique, mais également quelqu'un qui voulait faire avancer le dossier de la paix avec les Palestiniens. Et il est également l'un des pères, l'un des initiateurs des accords d'Oslo, un monsieur qui a fait énormément de choses dans sa vie. Et pour répondre à votre question, parce que c'est quand même l'essentiel, Yannick, qu'on soit de gauche ou de droite, quelle que soit sa sensibilité, on est ému. Ce personnage, c'est un petit peu le miroir de l'État d'Israël, celui qui nous a suivis, et il va s'en aller un jour. D'ailleurs, il a rassuré certains députés il y a quelques semaines, Shimon Peres, en leur disant, vous inquiétez pas, moi aussi un jour je vais mourir. C'est de l'humour noir, mais c'est de l'humour Shimon Peres. Eh bien, quand cela arrivera, comme à nous tous d'ailleurs, eh bien, Israël sera orpheline et on ressentira tous un manque assez terrible, Yannick. Alors Stéphane, on va maintenant évoquer avec vous l'accord militaire entre les États-Unis et Israël. Alors on parle d'un accord de plus de 30 milliards de dollars. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'Israël ressort gagnant de cet accord? C'est selon qui on interroge. Hier, Ehud Barak, l'ancien Premier ministre,
est à nos yeux le plus grand stratège militaire et expert stratégique des relations avec les Arabes, des relations mondiales, des relations régionales, est pas très content. Il dit que c'est un mauvais accord, un accord qui porte sur 34 milliards d'euros sur 10 ans, c'est-à-dire 3,4 milliards d'euros par année. Alors, c'est plus que ce qu'on reçoit actuellement de la part des États-Unis. Rappelons que c'est un prêt, que cet argent se rembourse. C'est plus qu'on reçoit en moyenne des États-Unis par année, mais Ehud Barak souligne que le prix de l'armement ne fait qu'augmenter et que 3 milliards, aujourd'hui d'euros, eh bien, dans 5 ans, ils ne vaudront probablement plus que 2 milliards et demi, et dans 10 ans, on ne sait pas, mais ils pourraient très bien valoir, en qualité de capacité d'achat, peut-être la moitié, de la somme nominale, qui figure sur l'accord signé cette semaine. Alors, ce que dit également Ehud Barak, c'est que ces mauvaises conditions, relativement mauvaises conditions, ont été le fruit de la politique menée par Binyamin Netanyahou à l'égard de l'accord entre l'Amérique et les autres grandes puissances et l'Iran. Et Ehud Barak dit qu'au moment où il était évident que le président Obama allait signer cet accord, allait pousser cet accord avec les Iraniens, il aurait fallu lever le pied et non pas aller intervenir devant les deux chambres réunies du Congrès américain. Et comme Ehud Barak le juge, et je pense que quelque part il a raison, même si on a tous beaucoup apprécié ce discours de Netanyahou devant le Congrès, c'était tout de même une ingérence dans la politique américaine, une sorte d'entêtement qui, pour Ehud Barak, a coûté vraiment très cher à Israël, parce que Yannick, en plus de cette somme qui suffira probablement pas aux besoins israéliens dans 5 à 10 ans, eh bien, il y a d'autres restrictions. C'est-à-dire que dans l'accord entre Israël et les États-Unis, Israël s'engage à ne pas recourir au Congrès. C'est-à-dire qu'Israël avait l'habitude, quand elle avait besoin urgemment d'argent, de s'adresser au Congrès. Le Congrès qui est démocrate et républicain réunis, très pro-israélien, et pour lui demander à ce Congrès soit une avance, soit une augmentation de cette aide. Et ben, selon et au terme du contrat signé, ce sera plus possible. Même le Congrès n'aura pas le droit de s'adresser de sa propre initiative à la Maison-Blanche ou à d'autres parties de l'administration US pour demander une augmentation. En fait, c'est 34 milliards d'euros, un point. Et puis l'autre aspect négatif que soulèvent les critiques de cet accord, c'est que graduellement, cet argent ne sera pas utilisable pour acheter localement des armes. Vous savez qu'Israël est un grand producteur d'armes, d'ailleurs de très bonne qualité, appréciée par tout le monde. Israël, en 2016, l'industrie militaire israélienne a exporté pour à peu près 5 milliards d'euros d'armes. Eh bien, dans les limitations de l'accord conclu, signé cette semaine avec les États-Unis, cette somme de 3,4 milliards d'euros annuels ne pourra graduellement pas être utilisée dans l'industrie israélienne, ce qui veut dire qu'au bout de 8 ou 10 ans, on ne pourra pas l'utiliser du tout pour acheter des armes israéliennes pour Tsahal notamment, et ce qui veut dire que à peu près, je dirais, entre 600 millions et 800 millions d'euros quitteront Israël, quitteront l'industrie israélienne et manqueront terriblement. Et il est tout à fait possible qu'on doive fermer des usines, fermer des départements et des zones de recherche, ce qui est quand même très grave pour Israël. Et tout ça, toujours selon l'ancien Premier ministre, est dû à l'entêtement de Binyamin Netanyahou. Maintenant, en petit bémol, Yannick, les contrats se signent et les contrats se changent. Il est clair que si Hillary Clinton est élue, eh bien la situation va être difficile, assez difficile pour Israël ces prochaines années. Mais Donald Trump et son entourage surtout ont déjà fait savoir
que l'une des premières décisions qu'il prendrait si Donald Trump était élu, c'est de faire tout simplement voler en éclats cet accord et d'augmenter encore et peut-être chaque année l'aide à Israël. Donc vous voyez que la politique est plus forte que le papier et la réalité est plus importante que toutes les promesses et les engagements à faire ceci ou cela. C'est pour ça que ici, de plus en plus de monde, et surtout après les nouvelles alarmantes concernant la santé de Hillary Clinton, de plus en plus de monde souhaite et vont souhaiter, plus on se rapproche des élections, que Donald Trump soit élu. Alors Stéphane, on va aborder maintenant avec vous la situation sur le plateau du Golan, une situation qui semble compliquée. On l'avait déjà un peu évoqué avec vous sur nos antennes. Alors Israël a subi quelques tirs et l'État hébreu a évidemment réagi. Actuellement, quelle est la situation? Est-ce qu'on doit craindre que la situation s'envenime? Alors c'est toujours assez amusant, Yannick. Là, on est confortablement installé à la rédaction. On fait notre programme de travail pour ce vendredi. On fait notre programme de loisirs pour demain. Et voilà, on est à Bruxelles ici. Même au niveau sécuritaire, il n'y a pas de police à Metula. Et la situation peut ressembler à celle d'un calme absolu. Et à 22 kilomètres à vol d'oiseau, on se bat, mais on se bat de manière absolument sanguinaire entre l'armée syrienne libre d'un côté et puis l'armée gouvernementale de l'autre. Et quand le vent souffle en provenance de l'Est et que les combats font rage, eh ben, je vous assure qu'on est en plein film de guerre avec des séquences de bombardements d'artillerie qui peuvent durer la moitié de la nuit ou la moitié de la journée. Et on peut pas évoluer dans notre région sans entendre ces bruits. Mais ces bruits, on s'y habitue aussi. On sait qu'en principe, les obus qui sont tirés ne tombent pas en Israël, à part en développement relativement récent, qui veut que l'armée syrienne libre et ses représentants du côté syrien de la frontière, c'est-à-dire le front du Sud, ont pris l'habitude de s'adosser. Il y a une clôture de sécurité en barbelé solide et élevé tout le long de la frontière avec la Syrie, Yannick. Et les rebelles ont compris, c'est-à-dire que ils établissent leur position des fois à 10 mètres, 20 mètres. On l'a photographié. Les abonnés de la MENA l'ont vu sur les images. On a réussi à photographier une de ces positions. Elle est adossée à la barrière. Alors, si elle est adossée à la barrière et que les rebelles tirent sur les positions gouvernementales, eh bien, les gouvernementaux n'ont que deux choix. Soit ils encaissent les coups, ils ont des dommages et souvent des blessés, et puis ils se replient, soit ils ripostent, ce qui est un petit peu le fait tout de même de combattants. Et quand ils ripostent sur les rebelles qui sont à côté de la frontière, et c'est presque impossible matériellement de le faire sans que parfois un obus de mortier ou une roquette traverse le territoire et atterrisse côté israélien. C'est à peu près ça qui s'est passé ces derniers jours, avec tout de même, Yannick, 16 roquettes qui sont tombées du côté israélien, ce qu'on peut absolument pas accepter de notre côté, et ce qui engendre chaque fois des représailles. C'est la politique du gouvernement israélien qui tend à responsabiliser le régime alaouite. Israël, son message dans ce dossier en tout cas est clair. Vous êtes responsable de ce qui se passe sur votre territoire. Vous tirez volontairement ou involontairement des projectiles de notre côté. Vous morflez, vous êtes punis. On vous détruit en canon si c'est pas trop grave. Une batterie d'artillerie si c'est plus grave. Et bien entendu, ces destructions provenant d'Israël favorisent le camp des rebelles. Et on garde cet équilibre en tenant en tête qu'Israël ne veut absolument pas s'ingérer plus avant dans le conflit. Et ce qui intéresse Israël, c'est d'avoir des bonnes relations avec ceux qui se trouvent de l'autre côté de la frontière. Alors de l'autre côté de la frontière, si vous voulez, on a divisé celle-ci en trois régions. Il y a la région nord, la région de Majd al-Sham, c'est la région du mont Hermon. Et dans cette région, ce sont les rebelles qui se trouvent de l'autre côté, à l'exception d'une ville druze de Hader, parce que
tout simplement, et ça démontre également les relations sous-jacentes qui existent entre les rebelles de l'armée syrienne libre et Israël, parce qu'Israël a exigé de la part des rebelles, pour continuer la discussion et de les approvisionner en vivres et en d'autres choses, que les rebelles ne touchent pas à cette ville druze de Hader, parce qu'il y a beaucoup de druzes en Israël qui n'accepteraient pas qu'un mouvement, que des organisations soutenues par Israël attaquent leurs frères en Syrie, alors qu'eux-mêmes servent dans l'armée israélienne, et on peut même le préciser de manière très efficace et avec les honneurs. Donc ça, c'est la zone nord, avec des rebelles de l'autre côté de la frontière. La zone centrale, c'est Quneitra, où se déroule l'essentiel des combats. Quneitra également, de l'autre côté de la frontière, les rebelles, c'est là surtout où ils s'adossent à la barrière de sécurité, comme je viens de l'expliquer. Et puis dans le sud, dans l'extrême sud, pour vous les Belges et les auditeurs de Radio Judaïka qui ont l'habitude de se balader en Israël, c'est dans la région de Hamad Gader, cette source d'eau chaude où on se baigne et où on peut recevoir des soins divers et variés. Eh bien, il y a une bande de frontières d'à peu près 8 kilomètres de long sur à peu près 5 kilomètres de large, qui est aux mains de Daesh, de l'expression de Daesh dans la région. Et de manière assez surprenante, eh bien, les relations de cette partie de Daesh avec Israël sont les meilleures. Il n'y a jamais le moindre incident. Et chaque fois qu'ils le peuvent, eh bien, les responsables de cette force de Daesh, qui compte à peu près 700 combattants, rappellent qu'ils n'ont strictement rien contre Israël et qui ne visent pas une situation conflictuelle avec nous. Donc, ce qu'on prévoit, c'est la poursuite de ce qui s'est passé ces derniers temps. Des bombardements épars, donc des katyushas qui tombent ci et là sans viser personne, mais par hasard qui peut faire des dégâts et des blessés côté israélien, et des répliques israéliennes qui sont proportionnelles à la dangerosité de l'emplacement où ces roquettes ont explosé côté israélien, avec toujours la possibilité que les choses s'enveniment, Yannick, mais dans le rapport de force entre Tsahal et l'armée gouvernementale syrienne, on ne voit pas la possibilité d'un conflit généralisé, simplement parce que les Syriens ne sont pas de taille ou ne sont plus de taille à faire face à Tsahal dans un conflit régionalisé, et ils n'auraient que quelque chose à perdre, absolument rien à gagner. Alors Stéphane, on continue toujours sur le dossier syrien. Alors je crois savoir que vous avez à la MENA une envoyée spéciale sur le terrain, Cindy, l'occasion justement de lui demander des précisions à propos de ce qu'elle a vu ou entendu sur le terrain. A-t-elle eu peur? A-t-elle vécu des situations relativement dangereuses? Voilà, c'est l'occasion d'expliquer tout ça à nos auditeurs. Je l'appelle au micro. Ce qu'il faut savoir, Yannick, que c'est pas justement pas une spécialiste, une envoyée spéciale, une reporter de guerre, c'est une stagiaire. C'est une stagiaire qui a suivi les équipes de tournage de films, donc de vidéos et de photographies, vraiment sur la ligne de feu, à 200 mètres de l'endroit où les Syriens se battent et s'écharpent, on peut même le dire. Et puis, ce qui est intéressant pour nos auditeurs, c'est de connaître précisément la réaction de quelqu'un qui est un tout petit peu plus aguerri qu'eux, qui a un tout petit peu plus d'expérience qu'eux, mais pas beaucoup, et qui se retrouve parachuté depuis l'Europe en quelques jours, en plein milieu de la guerre. Et j'ai assez parlé comme ça, et je vous passe. On écoute Cindy tout de suite. Cindy. Bonjour Yannick. Bonjour Cindy, on vous écoute. Alors déjà, oui. Déjà, il faut savoir que Stéphane a plus que l'habitude d'aller dans ce genre d'endroit. Donc forcément, ça rassure. Il connaît donc les spots les plus stratégiques du Ramat Golan, du plateau du Golan. Et il connaît exactement les mesures de sécurité en cas de tir. Donc on a pu se balader entre guillemets avec des casques et des gilets pare-balles, sous une chaleur de plus de 30 degrés au soleil. On a donc arpenté le front central et le front nord du plateau du Golan, à la frontière avec la Syrie. Et pour vous dire, on était 1,5 km devant les troupes israéliennes, donc sur une position qui était plus que délicate, et à 200 mètres également du front, là où se bat l'armée syrienne libre, donc
le front du Sud, et l'armée gouvernementale, donc comme Stéphane a pu l'expliquer. Donc ce jour-là, on a pu voir quelques champignons de fumée, pas beaucoup, mais ça reste quelque chose de frappant. C'était donc la première fois de ma carrière que j'ai pu voir matériellement des gens qui se tiraient dessus avec des obus ou à l'arme automatique. En plus, le jour où on y allait, donc c'était un jour qui était relativement calme. C'était le jour d'accalmie entre un dimanche et un mardi qui était plutôt agité, puisque ça avait déjà chauffé donc dimanche. Et mardi dernier, il y a donc 3 obus qui ont explosé sur le plateau du Golan. Je vous laisse imaginer un jour où les tirs sont plus nombreux et l'activité est plus agitée. J'ai donc pu voir matériellement et physiquement la frontière syrienne dont on parle si souvent aux informations. Et donc pour de vrai, une frontière dont on ne voit même pas à la télé, puisque Sahel, il n'y est même pas. Donc voilà. Et on peut donc dire que j'ai découvert la guerre ce jour-là, Yannick. Merci beaucoup à Cindy pour toutes ces explications. Avec plaisir. Voilà, j'espère qu'on vous réentendra sur nos antennes prochainement. Stéphane, vous êtes toujours avec nous ? Mais bien entendu. Voilà, c'est l'heure de mettre fin à cet entretien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine à la même heure sous nos antennes, Stéphane. En vous souhaitant, Yannick, et aux auditeurs un merveilleux week-end et en leur rappelant en une phrase la magnifique victoire hier de Hapoel Beersheva au stade mythique de San Siro à Milan. Beersheva a battu l'Inter de Milan, l'équipe qui a gagné la Coupe d'Europe des Champions en 2010 par 2-0. Et ce qui est très encourageant pour nous, c'est qu'il l'a fait avec la manière et qu'on était plus près du 4-0 que de l'égalité. Aujourd'hui, tout Israël en parle, autant que des autres sujets qu'on a évoqués ce matin. On a un petit peu de baume au cœur sur nos blessures footballistiques, Yannick. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Bon week-end, Stéphane. Merci beaucoup pour ces précisions sportives.